Bonjour à tous, merci StoreData pour l'invitation de ce matin. Donc comme ça vient d'être si bien dit, je suis là pour faire le marchand de peur. Non, c'est pas vrai du tout. Je suis surtout là pour essayer finalement de vous faire un retour un peu de la prise de température de comment évolue la cybercriminalité à l'échelle mondiale et avec une vision plus macro sur le territoire français, à travers un retour d'expérience qui est celui de mon métier d'hacker éthique, et puis de voir un peu finalement les conclusions et les lignes directrices qu'on peut en tirer. Donc finalement, qui je suis dans un premier temps? Donc je m'appelle Brice Augras, je suis hacker éthique. Comment je suis devenu hacker éthique? C'est au début une passion, de la curiosité, l'envie de bidouiller, de recevoir une boîte de Lego à Noël, de l'ouvrir, de jeter le manuel à la poubelle et de me poser la question de ce que je pourrais faire avec les briques de manière différente de ce qu'on attend de moi. J'aurais jamais imaginé en faire un métier. Pour quelle raison? Puisque j'ai fait 4 ans de chômage quand même. Donc j'ai eu le temps d'apprendre grâce à Google comment développer des compétences dans ce domaine-là. Et puis on a une conjoncture normative, RGPD, ANSSI et toutes ces joyeusetés qui se sont arrivées, qui ont fait dire aux entreprises, finalement, en fait, travailler avec des hackers et des passionnés dans un contexte légal, c'est quand même plutôt cool. Et ce qui fait que lorsque je décris mon métier à ma famille à l'heure actuelle, j'aime bien de manière un petit peu provoque dire que je suis payé pour casser. Donc je ne suis pas un cybercriminel, je suis un hacker, donc vraiment le cliché des individus qui se réunissaient dans les années 70 pour partager leur passion pour la soudure, la création de circuits imprimés et qui montaient leur propre PC. C'est ça l'essence même du hacking historique. Au-delà de la manière un peu provoque dont je définis mon métier, si j'avais quelques anecdotes et faits marquants de comment j'ai progressé et comment je me suis amusé ces 15 dernières années, ça m'a permis par exemple de m'introduire chez Google et Microsoft parce que c'est ceux que j'ai le droit de citer, j'ai pas le droit de parler des autres GAFAM, mais ça m'a permis de rentrer chez eux et de pas passer par la case prison mais d'être payé pour, plutôt cool. Une autre approche, c'est que j'ai pas échappé de très loin à la case célibat depuis que j'ai commencé à jouer avec le variateur et le compteur de vitesse de la Clio 3 de ma femme en me branchant sur le bus de diagnostic élect de la voiture. Et une autre dernière petite anecdote, c'est que grâce à mon métier maintenant, je connais 4 moyens différents d'ouvrir des coffres-forts sans les casser au préalable. Donc le premier, c'est avec un aimant. Sur des petits coffres-forts, ça permet de déplacer le loquet interne et de l'ouvrir sans avoir à taper la combinaison. Une autre approche, ça peut être de crocheter la serrure avec ce que j'ai sur les cartes de visite en métal que je pourrais vous distribuer si vous voulez découvrir ce domaine-là. Une avant-dernière approche serait de débrancher le digicode sur le coffre-fort où il faut taper les 4 chiffres et puis de venir me souder sur la carte électronique avec des relais qui vont tester toutes les combinaisons. Alors ça prend 15-16 heures, c'est un petit peu long quand même. Donc on a réussi à réduire ce petit POC technique à seulement 3 fils et à lire la donnée dans la puce de la carte électronique et à déchiffrer le code qui était en hexadécimal et le coffre est ouvert. Voilà le genre de joyeuseté que j'ai dans mon quotidien et oui effectivement c'est assez atypique comme job mais j'en suis très content. Alors finalement la daily routine, parce que c'est très à la mode sur YouTube, la daily routine d'un hacker, quelle est-elle? Donc en France, les hackers, c'est une toute petite communauté aujourd'hui qui en ont fait leur job vraiment en tant que passionnés. Ça doit être une 50aine d'individus, donc c'est un tout petit microcosme, mais globalement on se connaît tous. On partage d'une certaine manière un peu tous le même mantra. Donc eat, sleep, hack, repeat. Le eat, vu que je viens de Bretagne, je rajouterais même le eat and drink, mais bon, ça c'est pas très corpo. Et globalement, pourquoi est-ce que le hit est important? L'idéologie derrière, c'est de savoir qu'on fait beaucoup d'événements. On appelle ça vulgairement les confs de barbus. Paradoxalement, chez moi ça ne marche pas trop, mais on se regroupe en fait à travers des événements où dans le hacking, c'est un domaine tellement vaste et qui parcourt dans le domaine de l'IT tous les métiers. Donc il y a énormément de connaissances à apprendre et on se regroupe très régulièrement au travers de conférences, au travers de compétitions pour partager nos savoir-faire. Et ça fait écho aussi au sharing is caring, qui est finalement le hacker qui connaît tout, qui en moins de 30 secondes saura faire des choses incroyables comme on le voit à la télé. On en est bien loin et c'est finalement cet aspect communautaire de partage qui fait qu'on a les savoir-faire qu'on a aujourd'hui dans ce domaine.
Le slip, c'est l'hypocrisie du hacker. Parce que finalement, notre quotidien, c'est des escape games, c'est des énigmes, et concernant lesquelles on arrive difficilement à décrocher de cette passion et à trouver le sommeil. Ce qui fait que même pour des journées comme celle-ci, j'arrive avec des cernes assez marquées, parce que globalement, il y a un côté très addictif dans ce milieu-là. Et puis, on arrive sur ce qu'on fait au quotidien. Effectivement, on fait donc par exemple de plus en plus de bug bounty, donc c'est un sujet qui arrive en Europe, qui nous vient de nos amis américains et qui consiste à être mis en relation avec des entreprises, des petites structures comme des boîtes du CAC 40, du S&P 500, qui ont des programmes. Et sur ces programmes, ils nous disent, bah voilà, je vous paye à la faille. Et c'est un modèle économique qui se développe et qui vient s'inscrire dans une complémentarité de leur façon de gérer le risque cyber. On fait des tests d'intrusion. Donc ça, c'est un site web qu'on nous donne comme terrain de jeu. Effectivement, le but, c'est de rentrer sur le SI à travers celui-ci. Ou à défaut, on en fait de plus en plus de tests d'intrusion physique, où on a carte blanche pour usurper l'identité d'un acteur externe, dire voilà, je t'envoie quelqu'un dans 20 minutes, il est mandaté, chez nous au siège, au service info, c'est une catastrophe, laisse-le accéder en salle serveur, et puis on repart avec un selfie pour le DSI qui nous a mandaté. Une dernière partie de notre activité, c'est la recherche et le développement. Pour quelle raison? On a un savoir-faire qui se retrouve très vite caduque. Dès lors qu'on arrête de pratiquer, dès lors qu'on arrête d'apprendre, le monde IT et le monde technologique évoluent tellement vite qu'on est obligé constamment de travailler, de rechercher pour se maintenir à jour en termes de savoir-faire. Et c'est une composante essentielle de notre métier. Et c'est pour ça que le apprendre, quand on fait ce job-là, on sait que ça nous poursuivra toute notre carrière. Et c'est l'essence même de ce qui fait que c'est une communauté de passionnés. Juste, tu parlais tout à l'heure des tests d'intrusion que tu fais. Oui. Il y a des certifications pour être hacker éthique ou comment ça se passe? Parce que les entreprises aujourd'hui qui te sollicitent, oui. Comment elles peuvent être sûres de ton intégrité? Alors, c'est une très bonne question. Depuis 2018, aujourd'hui, auprès des OIV, opérateurs d'importance vitale, ou OSE, organismes de services essentiels, on a donc des autorités de régulation comme l'ANSSI, Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Celle-ci préconise que ces acteurs, sous la loi de programmation militaire ou organismes de services essentiels, fassent appel à des boîtes qui possèdent la certification PASSI, qui est délivrée par l'ANSSI, avec une petite problématique, c'est l'ANSSI face à ses soucis de recrutement, finalement sous-traite cette partie-là à potentiellement des concurrents qu'on retrouve autour de la table des jurys. Bon, fin de la parenthèse. Mais au-delà de ça, sur les savoir-faire aujourd'hui, sur le choix qu'on a fait, tout du moins, c'est d'attester d'un savoir-faire. Nos publications, nos travaux de recherche, ils sont disponibles sur Internet dès lors qu'on a l'opportunité de communiquer dessus. Donc on a préféré travailler la composante référence et partage sur des vulnérabilités zero day qu'on a trouvées et qui ont contribué par exemple à la sécurisation des services managés dans le monde ou des trucs comme ça. Et c'est ces éléments-ci qu'on va mettre en avant plutôt que des certifications. Après, concernant les recrues, effectivement, il existe des standards comme l'OSCP. L'OSCP, c'est 24 heures sans dormir. On nous donne 5 environnements et on a 24 heures pour en compromettre les 4/5e et 24 heures pour faire le reporting toujours sans dormir dans la foulée. Et puis l'OSCP aujourd'hui pour des pen-testers qui font des tests d'intrusion, c'est tout de même un bon gage méthodologique. C'est-à-dire qu'ils vont bien suivre un cursus et un modus operandi qui atteste d'une bonne maîtrise du sujet. Après, sur la pertinence technique et l'exhaustivité des tests réalisés, il y a un autre débat, là c'est plus à eux de le décrire. Là tu parles de contenu, ma question elle était plutôt autour du tampon. Oui. Quelque part, comme la gendarmerie qui a le droit d'arrêter les gens. Globalement, est-ce qu'il existe un tampon par rapport à ça pour dire certification PASSI, après au-delà de ça, très franchement, je n'en suis pas adepte. Donc je viens finalement de vous donner un peu l'archétype du hacker et puis finalement ça justifie pourquoi on est obligé de rajouter le petit éthique derrière, parce que finalement un hacker n'est pas un cybercriminel. Et un cybercriminel, malheureusement, lorsqu'on ouvre une revue de presse, lorsqu'on va sur Wikipédia, on se rend compte qu'il y a un amalgame qui est fait entre les hackers d'une part et les cybercriminels. Aujourd'hui, c'est des casseroles, très clairement, qu'on accumule et qu'on se traîne depuis des années et sur lesquelles notre combat de fond, c'est de démystifier ce job-ci. Alors effectivement, j'ai un sweat à capuche, mais c'est juste pour des raisons de confort, mais on sait quand même s'exprimer, on fait en sorte de se laver et globalement, en termes d'hygiène de vie, bon d'accord, bière, pizza, c'est difficile de faire l'impasse dessus, mais globalement,
on est là au service des entreprises et on travaille avec des entreprises parce que ce qu'on recherche avant tout, c'est un cadre légal. Même si on s'est fait peur quand on était adolescent généralement. Donc maintenant que le distinguo est fait entre hackers d'une part, cybercriminels de l'autre, je vais pouvoir vous dresser un bilan totalement erroné de la situation actuelle, en vous balançant plein de chiffres qui ne sont absolument pas représentatifs et évocateurs. Alors pour quelle raison? C'est qu'encore à ce jour, en dépit d'une évolution des contextes normatifs, comme l'arrivée du RGPD, je pense que ça a été les joyeusetés partagées par beaucoup de monde, la montée en puissance de l'ANSSI qui aujourd'hui fait office de gendarme, avec d'autres acteurs en fonction des secteurs d'activité, on se retrouve néanmoins finalement avec toujours, à ce jour en France, une politique de l'autruche. Et ce qui fait qu'on analyse par exemple les chiffres avancés par Sophos qui dit qu'en France, en 2021, coût moyen d'une cyberattaque, 297 000 $. Avec le nombre de réponses à incident qu'on a fait, je peux vous confirmer que c'est au moins 2 fois supérieur en termes de coût moyen sur un incident. Parce que ces chiffres-ci, ils émanent directement des acteurs qui ont fait le choix de transparence et de communication vis-à-vis de ces incidents, et sur lesquels ça reste encore en France, et même dans le monde, un gros sujet de honte, et parce que derrière, il y a des stratégies, images de marque, et finalement, les incidences indirectes, c'est difficile d'en faire une force. On pourrait aussi évoquer, sur 2021, fois 2,5 vulnérabilités 0 day. Donc une vulnérabilité 0 day, c'est une faille qui est utilisée, exploitée, sur une fenêtre temporelle où elle a très bien pu être balancée sur Twitter, où elle a pu se retrouver sur un forum du Darknet et utilisée par les cybercriminels dans leur boîte à outils de ce qu'ils déploient lorsqu'ils attaquent les entreprises. Sauf que ces chiffres-ci, donc x 2,5, c'est un passage de 22 à 55 vulnérabilités 0 day entre 2020 et 2021. Ces chiffres sont avancés par Google Project Zero, qui a fait une étude. Donc c'est l'équipe sécu interne à Google. Sauf qu'ils se sont basés sur un tout petit échantillon de services exposés sur Internet et très démocratisés au sein des entreprises. Donc ça va être les serveurs Exchange, ça va être les solutions de virtualisation. Tout ce qui est le plus diffus et qui finalement se retrouve exposé sur Internet. Mais on est bien au-delà finalement de ces chiffres qui déjà, de base, sont tout de même conséquents. Et puis, on parle d'une recrudescence des actes de cybermalveillance. C'est vrai. On a un conflit géopolitique sensible à l'heure actuelle et on en parlera dans le détail juste après. On a eu un discours présidentiel au début du Covid qui a dit bon bah écoutez, globalement vous avez 72 heures et puis tous les RSSI avec la petite goutte de sueur qui ont dû mettre en place un télétravail sur des fenêtres temporelles très courtes pour permettre aux collaborateurs d'exercer à distance, d'assurer une continuité de service. Ce contexte-ci a favorisé la recrudescence des cyberattaques. Typiquement, les 15 premiers jours Covid, nous on a observé sur nos sondes plus 30% en termes de recrudescence sur les tentatives d'infection par vecteur mail. On avait aidé à l'époque, de manière pro bono avec les hackers français, les hôpitaux qui se faisaient matraquer sur le plan technique en termes de compromission, parce que eux ciblaient une finalité opérationnelle, métier, il faut soigner les patients. Les cybercriminels voyaient ça comme une aubaine, très clairement. Ils ont un focus autre que celui de la problématique cyber du moment. Donc c'était des cibles parfaites. Ça va, vous n'avez pas trop peur encore? Ça monte progressivement. Et puis finalement, on peut se poser la question de recrudescence des actes de cybermalveillance. Effectivement, la menace majeure qu'on voit, c'est à travers le vecteur humain, le déploiement de rançons logicielles qui arrivent sur les systèmes d'information. Mais globalement, derrière, il y a quand même une composante commune à toutes les attaques qu'on observe qui est centralisée autour de la donnée. Pourquoi est-ce que la donnée est intéressante? Ça va dépendre de la motivation des cybercriminels. On a une première motivation qui est financière. Finalement, je la chiffre, je l'exfiltre. Ça me permet déjà d'avoir un premier business model où j'ai des victimes qui me payent une rançon et sur lesquelles je peux jouer ça en 3-4 phases. Parce que finalement, j'exfiltre et je garde en l'échange de la clé de déchiffrement, je me fais payer une première fois. Je reviens 6 mois plus tard en remenaçant deuxième paiement. J'ai besoin d'arrondir mes fins de mois, je la revends sur le Darknet. Alors, globalement, coût moyen aujourd'hui sur un dossier de santé, on arrive à 10 €, 12 € sur une fiche complète avec un historique patient. On peut monter bien plus cher si on a réussi à cibler, si notre cible contient de la donnée de personnalité, par exemple, sur lesquelles on va avoir un avantage stratégique, à savoir que tel acteur, tel politicien a une typologie de maladie ou autre. Donc finalement, la composante financière est importante.
Stratégie aussi. On a deux acteurs sur notre globe qui s'amusent très souvent entre eux, la Chine d'une part, les États-Unis. Espionnage industriel, c'est finalement un modèle beaucoup plus sournois, où on s'infiltre au sein d'une entité et globalement, sur 6 mois, 1 an, on va, sur signaux faibles, sortir de la donnée, dans le but d'avoir un avantage à connaître la stratégie de l'acteur en face, découvrir un savoir-faire technique, un savoir-faire industriel sur lequel c'est intéressant sur le plan étatique. Or, je ne rentrerai pas dans le détail de trop d'attributions vis-à-vis de qui fait quoi et à quel sujet, mais on l'observe. Géopolitique. On aura le cas d'école après entre l'Ukraine et la Russie, mais globalement, via la composante géopolitique, on ne peut pas parler de cyberguerre, mais la composante cyber, aujourd'hui, s'intègre parfaitement dans une stratégie militaire de terrain, à plusieurs niveaux. Alors, il ne faut pas rentrer dans l'alarmisme qu'on a consulté depuis et qu'on a lu dans les médias depuis février, mais on a tout de même des cas d'école qu'on a observés sur lesquels c'est les premières fois que ça prend de telles tournures et ampleurs. Activisme. Sur la région bretonne, on a énormément de coopératives agricoles au sein desquelles on a de plus en plus d'ennuis avec le groupe qui revendique, le groupe L214, dont le but est de défendre la cause animale et sur laquelle on n'est plus sur les modèles historiques où effectivement il y avait des intrusions illicites et physiques au sein des élevages intensifs, mais sur la revendication de leur idéologie, ça utilise l'outil virtuel et la composante cyber. Donc ça peut être, on appelle pendant 15 jours un standard téléphonique d'une coopérative agricole ou d'un élevage pour rendre indisponible tout échange entre leurs clients, les fournisseurs, etc. Ça peut être un défacement du site web où il va y avoir un message qui va être affiché avec l'idéologie revendiquée. Ciblage indirect, ça c'est intéressant puisque on constate que lorsqu'on a une très grosse structure en très forte croissance, je peux prendre l'exemple de PayPal parce qu'on a eu le cas en février avec eux, et sur lequel on peut se montrer assez généreux en termes de contenu. PayPal aujourd'hui, dans sa progression de croissance, rachète ponctuellement des filiales. Ces filiales viennent se greffer finalement à la maison mère et ne bénéficient pas au moment du rachat d'un même niveau de sécurité, d'un même niveau de maturité vis-à-vis du risque. Et finalement, le process d'uniformisation se fait sur 10 ans, 15 ans. C'est encore plus long dans les hôpitaux publics. Hein. Quand on a dit il y a 10 ans, faites des groupements hospitaliers du territoire et hôpitaux, regroupez-vous, mutualisez vos chirurgiens, mutualisez votre SI. Ça s'est fait dans la difficulté et ça continue d'être le cas à l'heure actuelle. Et finalement, le fait de passer par des filiales, le fait de passer par des acquisitions récentes, c'est, avec une approche par rebond, un point d'entrée idéal pour aller cibler ou atterrir dans la maison mère sur le processus et le chemin de compromission complet. Donc voilà un peu finalement le spectre de ce qu'on observe. Et puis derrière, on se dit, bon, bah, maintenant qu'on connaît les motivations, quelles sont les différentes approches qu'on connaît? Donc il y a effectivement l'extraction de données qui peut aller de pair avec le chiffrement. Donc là, on est le cas classique du rançon logiciel. Et puis, celui qu'on va étudier un petit peu, c'est la destruction. Mais la destruction avec une approche irréversible. Et c'est pour cette raison que je vous présente les data wipers. Alors pour le coup, on maîtrisait très peu le sujet l'année dernière. On avait l'habitude de faire de la réponse à incident avec des rançons logiciels, processus de négociation, gestion de crise et ses joyeusetés. Puis dans le contexte géopolitique actuel, les différents éditeurs de solutions antivirales, donc c'est majoritairement EZ qui a le plus poussé la recherche sur le sujet, a mis en exergue avec Microsoft l'existence depuis janvier 2022 de ce qu'on appelle un wiper. Donc c'est une souche virale qui est dans sa composition très proche d'un ransomware, sauf que en grande majorité, ils ont décidé d'enlever du panel d'action de cette souche virale toute la partie chiffrement, rançonnage, exfiltration. Leur but, c'est finalement d'entrer au sein d'un système d'information et derrière, de s'exécuter de la manière suivante, de se diffuser sur le système d'information au niveau de chaque machine. Une fois qu'ils sont sur le système d'exploitation, alors ceux qui ont été analysés, sur lesquels il y a eu énormément de partage d'informations, ça ciblait majoritairement du Microsoft. Ils préservent et ils arrivent à s'exécuter en préservant le cœur du système de fichiers nécessaire à la bonne exécution du système d'exploitation. Ils vont se concentrer sur aller procéder à une fragmentation de toute la donnée, donc effectivement données métiers, données stratégiques, données confidentielles. Ils vont fragmenter le disque et puis après faire de la réécriture sur ces fragments dans le but de faire une suppression en première approche.
Et derrière, de pousser le processus de suppression jusqu'à aller dans les tables MBR, de jouer avec la structure de la partition pour rendre le processus de récupération de données lorsqu'on extrait et qu'on déconnecte le disque. Ça va pas le rendre, c'est quasiment impossible, mais je pèse mes mots parce qu'effectivement, globalement, ça vous implique tout de suite de prendre votre flotte de disques et de les envoyer dans des sociétés de récupération de données ou sur lesquelles il n'y en a pas pléthore sur le territoire français avec ces savoir-faire. Ça a été vu en Ukraine et globalement, en termes de chiffres, annonce de Vladimir Poutine le 24, alors je crois que c'était aux alentours de 5 h du matin, dans la foulée, une centaine d'entreprises sur le territoire ukrainien qui ont été infectées et qui ont subi cette attaque. Les individus en question qui avaient créé la souche virale, même si c'est estimé à 2 mois de développement, avaient utilisé par fainéantise des certificats d'un logiciel de gestion de disques, puisque comme ça, ils ont juste à charger le driver, ils n'ont pas à le redévelopper. C'est l'approche qui avait été menée. Et même si ce certificat a été révoqué dans la journée et invalidé pour protéger à court terme et à très courte échéance les entreprises ukrainiennes, les dégâts étaient déjà faits sur un laps de temps et une fenêtre temporelle de quelques heures. Ça continue de monter en pression un petit peu. Puis finalement, donc, qui sont les acteurs derrière ce genre d'action? Donc, qui sont ces cybercriminels? Quel profil type ont-ils? Je parle depuis tout à l'heure de groupuscules, de cybercriminels, au niveau des éditeurs antiviraux, au niveau des entreprises qui sont spécialisées dans la veille, au niveau de nos acteurs étatiques. Ils ont une approche et ils les qualifient de APT, Advanced Persistent Threat. Ce sera, je crois, mon seul mot en anglais de cette présentation. À l'échelle mondiale, on considère qu'il en existe à peu près 150 et il y a un distinguo à faire entre les groupes APT et les groupes FIN, puisque finalement, les groupes FIN, eux, vont viser une finalité purement financière, l'appât du gain, sans forcément se rattacher à une idéologie politique, sans forcément adopter une approche patriotique. Donc ça pourrait très bien être un groupe en France qui s'attaque finalement à tout le monde, la France y compris, le territoire d'où ils exercent et d'où émane la menace. Généralement, donc, c'est assez difficile de faire ce qu'on appelle l'attribution, qu'on travaillera ensemble après, mais ce sont les éditeurs antiviraux qui leur donnent leur petit nom très sympa. Donc on a Fancy Bear pour les Russes, Kung Fu Kittens, donc les chatons qui font du Kung Fu, et les Playful Dragons. Donc c'est généralement les centres de R&D avec des profils assez atypiques qui leur donnent l'attribution, puisque globalement, c'est difficile de dire qui sont-ils, où sont-ils, et est-ce qu'ils s'autoproclament avec une image de marque quelconque. À l'exception de certains finalement. Lazarus, typiquement, Corée du Nord en 2009, c'est ceux qui m'ont valu 2 semaines sans PlayStation fonctionnel quand j'étais adolescent, parce qu'ils avaient attaqué Sony, Sony qui exposait sur Internet des serveurs Apache obsolètes. Donc on est quand même on télécharge un script sur Google, on le lance, on met juste l'adresse du serveur et on a un accès distant à celui-ci de manière non authentifiée. Donc c'était d'un niveau de simplicité effroyable. Et effectivement, Lazarus, qui en plus d'avoir rendu indisponible pendant une belle fenêtre temporelle les serveurs de Sony et du PlayStation Network, avait en plus profité de l'occasion pour dérober des cartes bleues et déclencher toutes les joyeusetés qui allaient de pair avec les fraudes financières qui en ont découlé. On a un autre cas d'école et historique assez intéressant sur lequel l'attribution s'est faite quasiment 10 ans plus tard. États-Unis 2001, Equation Group, donc c'est le groupe supposé, et qui aurait, donc toujours dans le conditionnel et la prudence, ralenti le programme ralenti le programme uranien nucléaire. Comment est-ce qu'ils ont procédé? Ils ont fait ce qu'on appelle un ciblage géographique de la centrale nucléaire en Iran. Le ciblage géographique, ils l'ont fait avec des petites clés USB qui se comportent comme des claviers. Ils l'ont fait sur les villages annexes et alentours à cette centrale nucléaire. En faisant ce ciblage géographique, puisqu'une centrale nucléaire, dans sa conception et dans son fonctionnement, est censée être sur un réseau fermé et isolé du reste et sans exposition. Ça leur a permis à un moment d'avoir un collaborateur dans les villages aux alentours qui travaillait au sein de cette centrale, qui est venu au travail avec cette fameuse clé et qui accidentellement l'a branchée. Les conséquences et le mode opératoire, c'était une altération
de la donnée qui transitait entre la chaîne industrielle d'automatisme et qui chargeait de gérer les vitesses de rotation je crois que c'est pas les centrifugeuses d'uranium, et d'altérer les communications avec le poste opérateur où il y a ce qu'on appelle les systèmes CADA. C'est tous les beaux écrans avec les indicateurs rouge, vert, vert ça va, rouge c'est pas fou, et qui leur permettait de gérer finalement et permettait aux opérateurs de gérer la centrale et son fonctionnement. Donc c'était d'un niveau de technicité très fort et globalement à l'époque c'était l'estimatif fait par les acteurs et les chercheurs en cyber considérait que c'était au moins 6 personnes avec un fort niveau de compétence avec un process de 6 mois de développement. Donc là tout de suite commence et arrive sur le tapis une composante déjà plus étatique. Mais bon, restons prudents. Évoquons maintenant tout de même Foncyber, en Russie 2004. Qui prend souche en Russie en 2004, l'attribution FSB, KGB toujours supposée, avec un fort panel de suspicions autour des élections américaines. À ce sujet-ci, le reportage Cambridge Analytica sur Netflix est assez intéressant et donne l'amorce vis-à-vis de ce sujet. Et globalement, cette attaque et ce fait est très intéressant puisque au-delà de l'approche purement technique, finalement, on est en capacité de s'introduire dans un système d'information. On peut s'en servir comme rebond stratégique pour accéder illégitimement ou être un acteur de menace. Il y avait une composante de désinformation majeure qui avait été utilisée, de propagande finalement numérique. Et ce cas d'école est un peu dans les prémices de ce qu'on voit à l'heure actuelle, une fois de plus dans le cadre du conflit entre la Russie et l'Ukraine. J'ai été très prudent et à chaque fois j'ai évoqué la notion de supposer. Sans rentrer dans le détail du principe d'attribution. Et pour quelle raison? C'est qu'aujourd'hui, il est difficile pour beaucoup de prendre le risque et de pointer du doigt. C'est Toto qui est à l'origine de l'attaque, c'est bien Titi la victime. Néanmoins, ce travail d'attribution supposée est réalisé grâce à des indicateurs techniques. Quand on prend une souche virale, finalement, les laboratoires de recherche en cybersécurité, le travail de fond qu'ils réalisent, ils vont aller, en fonction du langage de développement de cette souche virale, se plonger intrinsèquement dans celle-ci et analyser la langue du code source et du commentaire et des commentaires. Même chose s'il y a de l'alphabet cyrillique, ça donne déjà un petit indice, mais on ne peut pas se baser dessus puisque n'importe qui sera à même de le positionner. Puis ils vont croiser ça avec les pays ciblés de cette souche virale. Où a-t-elle été observée sur le globe? Et finalement, quel pays, si on fait une représentation sur une belle carte de tous les pays ciblés, on se rend compte qu'il y en a peut-être seulement un qui n'est pas impacté par la souche virale. Les horaires d'activité, parce que finalement, en fonction de la donnée de ces souches virales, on peut arriver à récupérer les heures à laquelle elle a été compilée, des données sur les modules qu'elle utilise, et même chose, des informations sur les fuseaux horaires de ceux-ci. Les adresses IP des serveurs de ces deux, donc là on est un poil plus sur la technique, c'est effectivement ce qui permet aux cybercriminels, ils ne vont pas depuis chez eux directement gérer les actions de cette souche virale qu'ils déploient à distance. Ils passent par des serveurs de C2 ou de C2C, et quels sont ces serveurs? Globalement, c'est une liste de machines qu'ils vont au préalable compromettre. Donc sur un ransomware standard, généralement on a une liste de 40-50 machines en moyenne qui font office de point de rebond et par lesquels, qu'ils compromettent peut-être 3-4 mois à l'avance, sur lesquels ils s'installent, ils déploient leur petite boîte à outils, donc ils font comme s'ils étaient chez eux, et puis ils se servent de ces environnements-ci comme rebond et de command and control, donc qui permettent d'envoyer des ordres aux souches virales ou de récupérer leur état sur le SI dans lequel ils les ont déployés. Et puis finalement, la réutilisation du code source, parce que ces acteurs, avant tout, ce qu'ils réalisent, c'est aussi du business, redévelopper un module spécifique dans la complexité croissante de ce qu'est un rançon logiciel. Aujourd'hui, ça coûte cher. Ils ont des postes de dépenses coûteux et sur lesquels ils sont obligés de faire de l'optimisation. Donc les partenariats et le fait d'aller chercher effectivement en Chine, en Corée, tel module sur lequel il y a un savoir-faire plus poussé, ils se retrouvent dans des situations où ils sont prêts à les acheter. Donc là, on rentre déjà dans de l'analyse et de la veille sur les interactions entre ces acteurs pour comprendre et en déduire, grâce à tout ce qu'on vient de citer, qui est où, qui est qui et qui fait quoi. Mais ce n'est pas une science exacte, on est bien loin finalement
de l'approche sur un site, sur de la police criminelle qui vient, qui fait un relevé d'ADN. On n'est pas sur une science exacte et la position qu'on prend n'est pas forcément binaire. Donc on a parlé rançon logiciel et puis on va pouvoir rentrer un petit peu plus dans le détail puisque c'est l'un des sujets sur lesquels on a travaillé sur les 2 derniers mois et sur lesquels on voit qu'il y a un renouveau et une légère transition qui est en train de se présenter sur la fin de l'année 2022 et par rapport à ce qui pourrait arriver l'année prochaine. Parce que, très honnêtement, chaque année, le discours qu'on tient, c'est bon, cette année c'était la pire. Lorsqu'on a fait Noël et jour de l'an, pas en famille mais en clientèle, avec les pizzas et la Red Bull à reconstruire un SI. Généralement, on se dit on ne peut pas faire pire. En fait, si. En fait, si. Et pour quelle raison? Le rançon logiciel tel qu'on le connaît, effectivement, erreur humaine, 80% des points d'entrée, c'est le fameux mail. Avec l'erreur fatiguée, j'ouvre, je clique, je télécharge la pièce jointe et ça part de là. C'est vrai, sachant que c'est assez sophistiqué, puisque quand ça arrive par le canal mail, la souche virale n'est pas directement dans son entièreté dans la pièce jointe, dans la macro du fameux Excel ou du Word qui est ouvert par le collaborateur. Elle est gérée en 2 temps. Et elle est gérée en 2 temps grâce à ce qu'on appelle un loader ou un stager. Globalement, ça consiste à envoyer un tout petit bout de code qu'on sait qui va être traité par, d'une part, les solutions de filtrage et antivirales et qui gèrent les flux entrants des mails de la société. Et ce petit stager va être beaucoup plus simple. Et sa seule fonctionnalité, ça va être d'aller chercher vraiment la souche virale sur un serveur de C2 ou sur un FTP, ou maintenant on arrive même à les partager via Discord. Donc en gros, le petit stager ici se connecte à un canal Discord Slack Teams, il prend un message en base 64 par exemple et hop, il le reconstitue et il en fait un binaire exécutable. Donc le perfectionnement devient vraiment assez impressionnant là-dessus. Et effectivement, donc l'arrivée par le mail se fait en 2 temps. Sauf que lorsqu'on travaille, donc ça c'est le workflow et le flux d'exploitation d'un ransomware qui est proposé as a service par le groupuscule Conti, parce que c'est comme ça, hein, c'est du RAS, Ransomware as a Service. C'est leur business model, tel qu'ils le présentent et qu'ils communiquent. Sauf que maintenant, il y a de plus en plus de points d'entrée qui passent par de l'exploitation de vulnérabilités logicielles, middleware, donc applicatives. Et celle-ci, ça rejoint le discours de tout à l'heure où effectivement, Google nous a dit belle recrudescence sur 2021. On peut dire merci à Microsoft pour ça. Hein. Très clairement, sur l'année 2021, je crois que Server Exchange, on a eu 4 ou 5 joyeusetés qui ont été offertes à tout le monde et en libre accès sur Google. On tape vulnérabilité Exchange, GitHub. On a le bootscript Python qui permet de tester et de l'exploiter en manière non authentifiée. Et Conti, dans l'analyse faite par Trend Micro, alors effectivement, ils sont majoritairement positionnés sur leur second point d'entrée au-delà du mail, c'est les exploits des firewalls FortiGate. Donc c'est une solution de gestion des flux réseau et qui permet de faire office de firewall concernant la surface d'exposition d'une entreprise. Donc finalement, on n'est plus que sur un vecteur d'entrée par mail. Par contre, la finalité, donc on se retrouve avec une charge Cobalt Strike. Donc c'est finalement notre souche virale sur le réseau qui démarre sur une machine. Mais là, on n'est pas dans une. Enfin, les cybercriminels ne sont pas en position de force. Et c'est là où on rentre dans une phase de post-exploitation. La phase de post-exploitation, elle commence par une découverte du réseau. Combien d'actifs y a-t-il? Quel est le cloisonnement des sous-réseaux? Quelles sont les subdivisions du système d'information de l'acteur que je suis en train d'attaquer? Pas besoin de développer, on utilise directement des binaires qui sont proposés par Microsoft. Donc ça, c'est des binaires qu'on trouve dans le paquet gratuit sysinternals de Windows. Donc en plus, ça légitime le fait de l'exécuter sur une machine Windows sans avoir un antivirus qui nous dit « bon, tu te calmes ». Et une fois cette reconnaissance terrain fait, finalement, le but, c'est d'aller chercher le Saint Graal, l'Active Directory. Parce qu'on est sur un point d'omniscience au sein d'un système d'information sur lequel on va pouvoir adresser environnement bureautique, environnement serveur. Et là commence une phase qu'on appelle d'élévation de privilèges, où toujours ça se traduit par des vecteurs d'attaque packagés dans la souche virale et qui permettent de plusieurs manières d'aller chercher le plus haut niveau de privilège sur le système d'information. Le but, c'est de finir admin du domaine. Globalement, ça en pentest, généralement, on a un temps moyen à 7 minutes entre le moment où, même si on se branche sur un port Ethernet, au sein d'une entreprise, c'est 6-7 minutes pour finir admin du domaine.
Malheureusement, toujours grâce à Microsoft et l'année 2021 qui a été très généreuse. Une fois qu'on est admin du domaine, on utilise NTDS utile, qui est toujours un petit binaire très sympathique qui va nous permettre de récupérer tous les comptes du domaine et toutes les empreintes des mots de passe dans un format qui date d'il y a 20 ans. On prend une carte graphique, on lance ça dessus et en 1 heure, on a 50% des mots de passe en clair. Ça va? Et pour quelles raisons ils le font? C'est que ça c'est intégré dans le processus d'exfiltration. Parce que derrière, compromettre une infrastructure, c'est bien, mais derrière, ils pensent déjà aux stratégies d'après sur toutes les opportunités de rebond à travers les services de mail et tous les contextes où il y a eu réutilisation de mots de passe. Une fois que c'est fait, lorsqu'on rentre pour la première fois, l'idée, c'est pour cette partie-ci d'être comme si on était à la maison. Donc on désactive les antivirus, surtout s'ils sont en train de travailler et que leur réponse à incident est déclenchée du côté de la victime. Le fait de désactiver les AV, c'est quand même confortable. Ils font la même chose avec Windows Defender. Ils mettent en place ce qu'on appelle un Cobicon avec la souche Cobalt Strike, qui est le petit bout de code qui va dire « je suis toujours en vie, je suis toujours en vie, je suis toujours en vie » pour chaque machine infectée et qui va remonter au niveau des infrastructures de supervision des cybercriminels. Et puis derrière, au cas où une machine soit redémarrée ou autre, on fait une tâche planifiée, on crée un service Windows parce que comme ça, au redémarrage de la machine, on aura toujours accès. Une fois que la persistance, et finalement, il développe un niveau de résilience et de maintien de l'accès à distance, AirClone binaire accessible et tout part vers Mega Upload, vers Mega, remplaçant de Mega Upload pour le groupuscule Conti. Une fois que la donnée est exfiltrée, c'est chiffré. Ça, c'est le mode opératoire des Russes, et je peux me permettre de dire des Russes parce que je le justifierai après. C'est très bourrin. Leur but, c'est pas d'être discret, c'est pas comme des acteurs de menaces malheureusement étatiques du côté de l'Asie, où ces processus-ci sans chiffrement, ça peut s'étaler sur 6, 7 mois, 8 mois. Parce que le but, en fait, c'est de rester avec une approche chigno-faible et d'avoir un mode opératoire, on ne va pas faire l'élevé d'alerte au niveau des systèmes de détection. Les Russes, c'est on rentre, on sait qu'on va faire du bruit, mais on accepte le fait que vous nous détectiez parce qu'on sera plus rapide que vous sur l'accès à ce qu'on souhaite atteindre. Question, oui. C'est de l'attaque ciblée ou c'est du bot? Alors, avec les vulnérabilités ici, depuis Log4j en décembre, maintenant ça a été industrialisé et c'est du bot. Ça fait partie des bruits de fond. On a des métriques qu'on peut partager si le sujet vous intéresse. Depuis le 14 février, on a à peu près 1000 sondes sur lesquelles on écoute le bruit de fond de l'Internet. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, Log4j, Exchange avait été entièrement automatisé finalement. Et c'est pour Conti une approche opportuniste. Et c'est leur fond de roulement en termes de business. Parce qu'effectivement, ils adoptent une approche très poussée en termes de cibles de choix, sur lesquelles il va y avoir tout le travail de renseignement, de préparation. Donc là, on est vraiment sur une attaque ciblée, construite et stratégique. Mais pour le fond de roulement, en termes de chiffre d'affaires, ça se fait à travers les bots, où ils automatisent tout le process et ils ne rentrent même pas dans des phases de négociation. Pourquoi le groupe Conti est intéressant? On a eu, donc après l'annonce de Vladimir Poutine, donc le 24 février, dans la journée qui a suivi, alors je ne sais plus si ça a été communiqué sur Twitter ou non, mais sur leur plateforme du Darknet où ils exposent d'une part toutes leurs victimes et deuxièmement tous leurs communiqués de presse. Le groupuscule Conti a revendiqué la chose suivante. Dans le cadre du contexte géopolitique actuel, on se positionne pro-Poutine. Libre à vous de vous en prendre à la Russie. Si vous en prenez à la Russie, je pense que le message est clair. Nous utiliserons toutes les ressources possibles pour venir strike back, donc vous renvoyer la donne sur vos infrastructures critiques de ce qu'ils considèrent comme étant l'ennemi. Je pense que le message est clair. Ils ont quand même un peu rétro-pédalé 2-3 heures après, où ils sont revenus sur leurs propos, et puis là, ça a étonné tout le monde. Qu'est-ce qui se passe en interne chez eux? On a eu la réponse justement dans la nuit du 25, où on s'est connecté à Twitter, je crois que c'est aux alentours de 4 heures du matin, compte Twitter créé, avec des liens. On se dit, ah, c'est bien ça. Et puis un compte Ilix, et puis dans la bio du compte, je crois que c'était désolé de l'expression, un fuck Russia. Et ces liens en question étaient des archives, des process internes et des communications internes du groupuscule Conti. Donc le groupe, d'une certaine manière, s'est retrouvé à imploser.
Et ces conversations, donc entièrement en russe, on les a téléchargées, on les a traduites, on a mal géré l'API de traduction DeepL en ligne, ça nous a coûté une fortune, mais bon, ça c'est un sujet à part. Et on a pu analyser comment il fonctionnait, ce qu'il faisait, et il y a des choses super intéressantes. En quelques chiffres, tout à l'heure, Trend Micro évoquait un point d'entrée FortiGate. Non, aujourd'hui, dans leur processus de weaponizement, comme on l'appelle, donc de transformer en armes toutes les joyeusetés dont ils se servent pour rentrer au sein des systèmes d'information depuis l'extérieur, ils en ont 8 différents. Donc il y a effectivement les vulnérabilités Exchange, les vulnérabilités Log4j depuis décembre qui ont été packagées dedans, toutes les vulnérabilités VMware OS X qu'on peut exploiter sans être authentifiées qui sont aussi sorties sur l'année 2021. Donc finalement, il y a bien plus que juste le FortiGate qu'on a vu. Sur toute la phase de post-exploitation et élévation de privilèges en interne, il y a 23 outils intégrés dedans. Sur l'historique et en fonction du recoupement qu'on a fait sur les adresses Bitcoin, enfin sur les adresses de paiement des rançons, alors sur lesquelles il faut rester très prudent, mais il y a eu un global de 55 727 Bitcoins qui ont transité sur ces portefeuilles. Alors grosse prudence, parce qu'effectivement, il faut payer les salariés, il faut payer les affiliates, il y a de la négo, donc dire ils ont réussi à gagner tant d'argent, je mesure mes propos à ce sujet-ci. Et je les mesure d'autant plus qu'effectivement, en interne, c'est tout de même une organisation où des acteurs comme Checkpoint ont vraiment réussi, avec des mind maps, à reconstruire toute la hiérarchie et puis, en fonction des interactions entre chaque individu à travers les conversations, identifier un individu donc, qui s'appelait Stern et qui serait le boss et le point central de ce groupuscule. Coût d'infra, 170 K euros mensuels pour assurer le fonctionnement en interne. Juste en coût de gestion de l'hébergement, de location de serveurs sur la plateforme pétrolière ou sur des pays peu regardants, sur la traçabilité, la fourniture aux autorités compétentes des logs de connexion, etc. Et le tout sur 2 ans de conversation à travers RocketChat. Alors, bon, là c'est toujours très lourd, mais on va gagner un petit peu en légèreté. Parce que finalement, lorsqu'on postule chez Conti et qu'on a une petite main, on passe des tests techniques. On passe des tests techniques et effectivement, pour être recruté, on vous pose par exemple 2 questions. La première qui a été posée comme question à cette petite main, c'est voilà, alors dis-moi quel est le port utilisé par un serveur Windows qui permet d'avoir du bureau à distance. Donc il a bien répondu, il a dit 3389. Deuxième question, bon bah dis-moi un serveur FTP, c'est quel port? Toujours, il a bien répondu 21. Ok, très bien, je dis au recruteur que tu as passé le test technique, tu es recruté. Donc on est quand même finalement, paradoxalement, dans une structure très complexe, avec des têtes pensantes, avec un vrai savoir-faire et finalement des petites mains qui font le choix de la facilité et forcément sans grosses connaissances techniques, mais qui sont là pour faire le sale boulot, hein, littéralement. Et ils le font, c'est le sale boulot pour quelle raison? C'est qu'il y a aussi, au-delà des process RH concernant les recrutements, il y a aussi des problématiques de paiement en interne des salaires. Vous voyez, quand on est petites mains chez Conti, vous n'attendez pas à être payé à la fin du mois et en temps et en heure. Donc si le big boss est en vacances, malheureusement, vous attendrez pour votre paye. Donc j'ai eu un discours assez lourd. Promis, je m'arrête bientôt. Je vous fais 2 derniers retours d'expérience sur, au-delà de ça, là on est sur un cas très spécifique d'actualité, mais finalement en retour d'expérience, comment on vit, je voudrais vous partager comment je vis lorsque je vais chez un client, comment ça se passe, la réponse à incident. La réponse à incident, une première que j'ai eue, justement celle qui m'a fait louper Noël et Jour de l'An, un acteur industriel. Le petit coup de fil du samedi soir. Effectivement, on ne comprend pas, on a des levées d'alerte au niveau de nos solutions antivirales en place qui viennent du serveur Exchange. Et puis, ils ont du Bitdefender qui s'est déclenché sur plusieurs postes bureautiques. Donc, en urgence, nous, on était à distance. Hein. Quand c'est comme ça, on commence comme on peut le temps que les autres prennent l'avion pour aller in situ. Et en fait, on s'est rendu compte que durant cet appel, ça a utilisé une nouvelle souche virale qui est héritée d'un trojan bancaire de 2019, qui s'appelle Logbit, donc qui est arrivé chez nous en France, mais en passant par l'Angleterre au préalable. Il y a eu quelques cas sur octobre-novembre. Et cette souche virale, effectivement, eut exploité très largement tous les serveurs Exchange exposés sur Internet, non corrigés vis-à-vis des vulnérabilités de 2021. Très vite, l'attaque s'est amplifiée, puisque finalement, ils ont, dans la foulée, dans les heures qui ont suivi, été contactés pour les processus de négo de rançon.
La remédiation, aussi lourde soit-elle, et elle a été très impactante pour eux, c'est mise à l'arrêt de 24 filiales industrielles et chômage technique. Donc on était sur 24 filiales industrielles interconnectées avec la maison mère, avec sur l'aspect réseau, c'était du SD-WAN, sur lesquels on a dû réaliser une mise dans le noir complète vis-à-vis de l'exposition Internet, couper les interconnexions entre les filiales, puisque finalement, ils avaient réussi à constituer des points d'entrée dans plusieurs pour, en cas de coupure, rebondir et avoir un nouveau point d'entrée. Et on est arrivé donc sur près de 20 jours d'analyse, de rétablissement de l'infrastructure à base de 2 heures de sommeil par nuit. Ça, c'est pas à faire. Mais il n'y avait pas le choix en l'occurrence, et sur lesquels c'était un acteur qui externalisait énormément de ses compétences et qui sont providers de services, de savoir-faire et d'expertise sysadmin, réseau. Il n'y avait pas les compétences pour les accompagner. Et généralement, quand on appelle dans ces moments-là, il n'y a personne qui décroche. Ou alors vous finissez à aller chercher l'expert qui peut prendre le train dans 2 heures et qui peut être dans le nord 2 heures après et que vous allez payer une fortune parce qu'il n'y a personne pour aider. Le savoir-faire cyber dans le cadre de la gestion de crise, c'est une chose, mais lorsqu'on rentre dans un processus où le niveau de compromission est conséquent, il faut reconstruire le SI. Là, ce n'est pas forcément de l'ingénieur cyber qu'il va falloir, c'est des savoir-faire en ingénierie système, réseau, et il faut que le SI soit maîtrisé, il faut que les acteurs soient opérationnels. Donc, premier cas un peu joyeux. Le deuxième, c'est un acteur du luxe, où ça a été malheureusement un premier client qui ont fait le choix de payer, enfin qui ont fait l'erreur de payer dans un premier temps, et en tant que bon client, ils ont subi un petit coucou 30 jours après. Donc la première approche, c'est un acteur du luxe. Globalement, ce qu'il traite au quotidien, c'est de la donnée confidentielle concernant du patrimoine, des comptes bancaires, possession de biens, enfin, c'est des sujets où c'est des acteurs où la donnée et la protection et la confidentialité de leurs clients est capitale et c'est leur priorité numéro 1. Server Exchange pas à jour, mais là effectivement ils sont installés dans le SI, mais ils n'ont pas déclenché de rançon, ils n'ont pas procédé à des exfiltrations quelconques. Ils sont venus se greffer sur les conversations, parce que les failles de 2021 permettaient de récupérer tout l'historique Exchange à distance aussi des mailbox. Ils se greffent sur les conversations entre l'utilisateur du serveur mail et puis ses prestataires, ses clients. Ils viennent créer des règles de redirection dans les boîtes mail pour travailler dans des sous-dossiers qui échappent à l'attention du propriétaire. Donc la victime peut continuer à utiliser sa boîte mail. Et puis là, ils fabriquent ce qu'on appelle un FOVI, donc une fraude à l'ordre de virement international. Ils usurpent en changeant juste le nom de domaine de tel prestataire qui avait fait des achats pour la victime pendant un mois, pour ses clients, en disant bon bah voilà, ce mois-ci, pour tes clients, j'ai dépensé 630 000 €. Et ils vont cibler un acteur des pôles financiers, directeur financier, comptable, sur une fenêtre temporelle où ils arrivent à cibler, je sais pas, un DG en déplacement ou autre. C'est passé, 630 000 €. Les blocages là-dessus, normalement, arrive sous 4 jours sur des ordres de virement à les bloquer en avance de face, sauf qu'en l'occurrence, ça n'a pas tiqué. Donc les 4 jours sont passés, et effectivement, c'est passé en perte sèche. Et c'est passé en perte sèche parce qu'il y avait de l'omerta sur le sujet et il ne fallait pas que ça se sache pour des raisons d'image de marque. À partir de là, les gars ont compris que c'était des bons payeurs. Ils sont revenus un mois après, mais avec l'approche comme le précédent où on passe en rançon, puisque finalement, ils sont quand même bons clients. Et là, négociation et paiement de la rançon une fois de plus, parce que image de marque, parce qu'on ne peut pas communiquer dessus et parce que c'est une honte vis-à-vis de notre secteur d'activité et de notre métier. En interne, licenciement du directeur financier. Est-ce qu'il n'y a pas en plus des pénalités GDPR, déclaration de fuite de données? Nous, on a une obligation de conseil. On ne peut pas faire la déclaration, auprès de la CNIL à leur place. En interne, dans le cadre des gestions d'incidents cyber, si DPO il y a, c'est de sa responsabilité et en obligation de conseil, on lui signale. Si DPO il n'y a pas, il y a nommage d'un DPO en urgence et déclaration du DPO en urgence. Après, malheureusement, il reste libre de faire le choix de déclarer ou non. Il faut savoir que outre-Atlantique, depuis peu, le paiement de la rançon aujourd'hui c'est en train d'être classifié et catalogué comme financement du terrorisme. Donc là, pour le coup, il y a un discours et une approche qui est bien aux antipodes de la manière dont on fonctionne en France. Après, bon, on a déjà constaté un effort. C'est vrai que je suis pessimiste, mais il y a quand même depuis 2018 une volonté de transparence qui est progressive et une prise de conscience. Mais ces deux cas d'école-ci nous font nous rendre compte qu'il y a encore beaucoup de progrès et beaucoup de
de démocratisation et de sensibilisation à faire auprès des entreprises. Il faut quand même finir sur une note légère après tout ce discours anxiogène. Finalement, les stratégies et solutions vis-à-vis de tout ça. Ça va dépendre du niveau de maturité de chacun sur la manière dont il veut répondre aux 5 W. Qui, quand, quoi, comment, où. Finalement, c'est qu'est-ce que je vais faire, avec quels moyens en fonction de là où je démarre. L'exemple très simple, c'est est-ce que j'ai besoin de partir dans une super solution de surveillance qui va me coûter au moins des dizaines de milliers d'euros par an, sachant qu'en interne, j'ai peut-être même pas de sauvegarde externalisée et que j'ai pas de procédure que je teste régulièrement en interne. Finalement, c'est venir positionner un curseur d'exigence, parce qu'un plan de mise en conformité cyber, ça ne se fait pas en un an et ça se fait même en 3-4 ans en fonction du nombre d'acteurs internes et externes qui appuient. Donc il faut venir placer le curseur en fonction de ces enjeux, il ne faut pas le négliger et par contre, le discours de fond ce serait effectivement il faut s'y mettre pour ceux chez qui ce n'est pas le cas. Et dans quel but? D'adopter une approche finalement plus proactive que curative. L'incident cyber, ça coûte cher. L'appel à des savoir-faire sur des fenêtres temporelles courtes, je peux vous confirmer que c'est bien plus lourd que d'adopter un modèle proactif et sur lesquels, derrière, vous pourrez l'intégrer dans vos processus d'amélioration continue. Merci à vous.